capitale qui était par là, qui s'appelle Khabet Ben Zahra, berbère, qui date depuis le 5e siècle de Jésus-Christ. Alors, on a construit ici, il y a 7 de ce genre-là ici, plus 3 d'ailleurs, ça fait 11. Ça fait 11 qui existent dans la région. Hein? Donc, ça domine la plaine. La plaine, pourquoi ça domine la plaine? C'est pour surveiller les assaillants. Il y a tout le temps des assaillants dans la région ici. Dans la région. Donc, ici, il y a des vestiges qui marquent les tombeaux. Les tombeaux qui ont existé. D'un côté, il y avait les femmes de princes, et de l'autre, c'est les chefs religieux et de la région de Tiaret et de Fresna. Mais ici, il y avait les Berbères qui étaient romanisés. Avant d'être romanisés, ils existaient dans la région. Il y avait une chapelle qui date depuis Saint-Augustin, ici dans la région. Elle est détruite, bien sûr, elle est détruite depuis des siècles, mais elle a existé. Et il y avait ce qu'on appelait les tribus qui étaient dans des luttes religieuses entre circoncilions, les circoncilions et ceux qui n'adoraient pas et qui ne croyaient pas en Jésus-Christ à l'époque. Vous voyez? Donc il y a eu des guerres intestines entre ces deux. Et les princes ont existé dans cette région-là. On a des vestiges à l'intérieur qui marquent les empreintes berbères. Vous allez voir les empreintes berbères qu'on retrouve dans les motifs des tapis et sur les tatouages, et qui ont une signification, quelque chose de sémantique. Hein? Ça rappelle beaucoup les tapis de la région. Oui. Donc on peut avancer. Il y a 11. Et ce que vous voyez, il n'y avait pas de ciment, mais regardez la ligne rectiligne qui existe depuis longtemps. Ces lignes, hein, cette droiture-là. Aujourd'hui, on fait des bêtises qu'on peut construire. Non, ça me donne beaucoup d'idées là. Lorsque je vois comment ils ont taillé. Le chrisme, on le retrouve. L'onacre. Un onacre. Onacre, il y a le mot ici, agriculture, etc. Onacre, c'est la campagne. Vous voyez? Donc, c'est Jacques Père qui La queue de cheval et la m'avait tête expliqué de... ça. Même les Algériens, ils sont partis d'ici, les Berbères. Ils leur ont arraché ce qu'on appelle la Palestine aujourd'hui. Oui. Les Palestiniens, ils sont d'origine algérienne. Berbères, ils étaient là-bas en 1177, avant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La Phénicie, elle était restreinte. Eh bien, ils étaient obligés de faire du commerce.
Au début, c'était le commerce du sel. Par la suite, ils vendaient tout ce qui se vendait, tout ce qui peut s'acheter. Même les hommes, oui, même les esclaves, voilà. Les esclaves. Donc, ils étaient un peuple de commerçants. Ça, c'est au 1000 à 1200. Nous avons eu la bonne fortune d'être dans l'intimité de M. Jacques. Personnellement, je correspondais avec lui, j'étais chez lui en France, etc. Et il nous a toujours aidés. Alors, Jacques Berck est né à Fresnes. C'était le fils d'un administrateur en 1995 en France. C'est tout à fait possible. Et il nous a légué, il nous a donné sa bibliothèque et toutes les archives qui existent ici jusqu'à présent. Il les a retirées de Belfort et nous les a remis à Frenda, en souvenir de sa ville natale. Donc, il a écrit beaucoup d'ouvrages sur Frenda, sur la région, et surtout, il a fait ses études à Frenda, d'abord au primaire, et également, il a appris le Coran à Frenda. C'est pour cela qu'il a fait la traduction du Coran. Chose très difficile pour un Français qui écrit la langue arabe. Et c'était un grammairien en langue arabe. Il manipulait avec aisance, avec une certaine dextérité, la langue arabe comme la langue française. Vous voyez? Et nous allons voir ses écrits à la bibliothèque ici. Donc, nous avons 35 000 ouvrages, pas tous de Jacques Berck. J'en ai reçu 6 000 de France bénévolement, de grammaire, de philosophie, d'anthropologie, tous les ouvrages. C'est le ministre Pierre Chevènement qui les a ramenés. Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur. Je suis allé là-bas chez Jean-Pierre Chevènement, à côté lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, et nous avons reçu tous ces ouvrages-là par bateau, ils sont arrivés là, tous les ouvrages. Et c'est le fonds Jacques Berck que nous avons gardé ici. Au lieu d'être à Belfort, où il a vécu, il nous les a transmis ici. Donc c'est un grand souvenir. Avant de mourir, sa femme, quand elle est venue chez nous, avant de mourir, il a dit à son épouse, je voudrais mourir avec les fleurs d'acacia dans ma bouche, pour garder le souvenir de Frenda, pour le conserver. Et on lui a remis, bien sûr, des fleurs blanches d'acacia en France. On lui a dit que c'était des fleurs de Frenda. Alors il les a dégustées. Pourquoi? Parce que devant chez lui, à Frenda, il y avait des arbres d'acacia. Et il grimpait durant sa jeunesse, là, il grimpait sur les arbres, c'est là. Alors j'ai écrit quelque chose sur lui, avant de mourir, j'ai écrit sur lui quelque chose là, qu'on garde depuis longtemps. Hein. Vous pouvez vous le voir. Alors, sa correspondance est là. On voit l'arabe, même le khat. Il écrivait en arabe et en français, très important. Très important. Alors, qu'est-ce qu'il disait sur qu'est-ce qu'il disait sur Frenda? Frenda barda وصدر ولادها دافي. Frenda مجدرة وما عيونها صافي. Vous voyez, c'est ce qu'il était dit. Qualificatif qui remplacerait le miel. Dieu est immatriciel. Et il a trouvé le mot scientifique. Ah oui, même le mot scientifique. Oui, il a tout à fait raison. Il a tout à... C'est vrai, parce que c'est pas facile. Hein. Est-ce qu'il existe Il existe, oui, mais il existe. Il existe. Alors, ça, relire le Coran.
Ah oui, il leur a dit il faudrait le relire parce que la plupart n'ont pas compris certaines expressions. Il y a eu une très mauvaise interprétation, ou fausse interprétation. Ça, c'est après. Ça, c'est après. Alors, relire le Coran, c'est ce qu'il dit Jacques Bechler. L'arabe ne se dilate que dans le désert. Il ne se dilate que dans le désert. Vous voyez cette phrase, se dilater, c'est extraordinaire. Oui, oui. Oui, là, c'est Des mots puissants. Puissant. oui. Alors, il a traduit également le mu'allaqat. Ah oui, il les a traduits. Mais c'est pas possible, cet angle-là, moi, il m'a étonné. Quand je lis quelque chose, le mu'allaqat, qu'est-ce qu'il va traduire le mu'allaqat? C'est pire que le Coran. Parce que les mots, c'est quelque chose. Alors, il y a eu le problème de Qifa, pourquoi le duel? Qui existe depuis le 3e siècle, avant Jésus-Christ. Alors, c'était des grottes qui existaient dans la région, des troglodytes qui existaient dans la région. Puis, au 11e siècle, après Jésus-Christ, il y a eu les Beni Hillel qui sont venus dans la région ici, qui ont donné les Beni Salama. Les Beni Salama, c'est la tribu. Mais le nom ancien, c'est Arzout. Arzout, c'est Mouloud Mamri qui m'a expliqué le mot Arzat, ce qui veut dire lieu humide. Lieu humide. L'histoire, c'est quoi? L'histoire chez lui, c'est pas un mélange, un style de mensonges, etc. Non. L'histoire est basée sur la science. S'il n'y a pas de science, il n'y a pas d'histoire. Ne pas raconter l'histoire. Quel فرق ما بين المخارفة والتاريخ. ما تخافنيش. المخارفة c'est le fruit de l'imagination. On y va. La sociologie, la pédagogie. Déjà, il était pédagogue à l'époque, il a vécu. Pourquoi pédagogue? Je dirais ça tout à l'heure. Il a fait pédagogie, il a fait anthropologie sans savoir ce qu'était l'anthropologie. Il a étudié également tout ce qui est relatif à la vie du nomade et du citadin. Donc, pourquoi écrire dans une grotte? J'ai demandé ça à M. Jacques Berck. Il me disait que la grotte, biologiquement, représente le ventre de la maman. L'inspiration vient du ventre de la maman. N'oublions pas que Cervantes a écrit dans une grotte. N'oublions pas Ghar Hira, l'inspiration vient de Ghar Hira. Donc, c'est très important de parler de grotte.
Et ici, il y a eu l'inspiration et il était isolé. Il était loin des tumultes, hein, des rois, des princes, etc. Et en pédagogie, qu'est-ce qu'il a fait en pédagogie? Quelqu'un qui a vécu en Espagne. Il a vécu en Espagne, en Andalousie. Et revenant en Afrique du Nord, il a fait une étude comparative entre ce qui existait dans l'enseignement en Espagne et ce qui existait en Algérie. Et il a remarqué qu'il y avait un décalage fâcheux, quelque chose de fâcheux qui existait. En Espagne, c'était autre chose. Il était contre l'école réceptive. L'école réceptive, c'est quoi? C'est les dogmes. Il a remarqué que les gens encaissaient les dogmes sans pouvoir répondre. Il n'y avait pas de dialogue entre l'enseignant, déjà à l'époque du Moyen-Âge, entre l'enseignant et l'enseigné. Ce qu'on fait actuellement. Il n'y avait pas ce va-et-vient, cette réciprocité entre les deux individus. Et il a dit, en ce qui concerne l'école réceptive, il a dit une chose qui est très importante, que Jean-Jacques Rousseau a gardé, que Montaigne a gardé, etc. Il a dit, l'enfant n'est pas un vase à remplir, mais un organe à fortifier. Déjà, dire une phrase de ce genre-là au Moyen-Âge, et il a repris, 3 siècles après, c'est Montaigne qui a repris la phrase d'Ibn Khaldoun. Qu'est-ce qu'il a dit? Il vaut mieux avoir une tête bien faite plutôt qu'une tête bien. Donc c'est déjà au Moyen-Âge, quand on pense à Ibn Khaldoun, c'était un érudit. Il avait ses contemporains. Ibn Khaldoun, ses contemporains comme Froissart, Jean Froissart, qui était chroniqueur. Ibn Khaldoun avait d'autres pensées, d'autres idées. Et il ne faut pas oublier qu'il est mort au Caire en 1406, hein, en tant que cadi, en sa qualité de cadi. Hein,